Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série de vidéos qui va nous parler de programmation Shell. Alors, la programmation Shell, c'est une programmation qui est liée au système d'exploitation. Donc, comme vous l'aurez sûrement compris, en fait, que vous programmiez en Shell sous Windows ou en Shell sous Unix, en fait, vous allez avoir de grandes différences dans le style de programmation et dans les instructions que vous allez utiliser. Cette série de vidéos se construira donc dans un premier temps autour de la programmation Shell sous Windows. Nous verrons les spécificités qui sont sous Windows. Et puis dans un second temps, nous allons voir comment programmer les mêmes structures dans un environnement Unix, un environnement Linux, en Shell Bash. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait la programmation Shell? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Eh bien la programmation Shell, comme je vous l'ai déjà dit, elle permet d'automatiser facilement des tâches qui sont liées au système d'exploitation. Par exemple, la gestion de fichiers, la gestion de répertoire, l'archivage, ou l'archivage des logs, ou alors de tester, même de pouvoir tester un programme en y injectant un fichier texte contenant un scénario. Ça, c'est ce qu'on va voir au cours de ces différentes vidéos. Donc la programmation Shell se base directement sur des commandes du système d'exploitation et ne passe pas par des mécanismes d'interprétation ou de compilation, qui pourraient avoir lieu sur des langages de programmation comme le Java ou le C++. Donc ça veut dire que si vous connaissez un petit peu les commandes de votre shell, que vous utilisez souvent l'invite de commande pour taper des commandes, et bien en fait toutes ces commandes pourront être utilisées également en programmation shell. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on part déjà de rien. On part pas déjà de rien justement. Comme cette programmation est basée sur le système d'exploitation, elle diffère donc largement selon l'environnement, Windows et Linux, et effectivement, un bon développeur shell sous Windows aura peut-être, même s'il connaît les structures de données, aura peut-être des choses à apprendre lorsqu'il va passer en environnement Unix ou Linux. C'est pas quelque chose comme un langage comme le C++, le C ou le Java, où vous pouvez programmer sur n'importe quel environnement, et c'est en fait le compilateur ou l'interpréteur qui va vous permettre de faire le lien avec le système d'exploitation. Là, on est vraiment lié au système d'exploitation. On va voir tout cela dans les exemples qui vont suivre. Quel est l'intérêt de faire de la programmation shell? Eh bien, le premier intérêt est justement d'automatiser les shells, d'automatiser les traitements. En effet, il y a des choses que l'on fait régulièrement qui sont assez rébarbatives. Par exemple, si je prends mon exemple, ce que je fais assez souvent, c'est que quand je commence une nouvelle vidéo, très souvent, ce que j'ai à faire, c'est que je crée l'arborescence de ma vidéo. Donc, je crée un répertoire pour mes exemples, je crée un autre répertoire où je vais mettre ce qui concerne la vidéo, un répertoire qui contient la correction, et un répertoire qui correspond par exemple à la présentation. Donc vous voyez, c'est pas très long, je peux créer 4 répertoires comme ça. Mais je pourrais automatiser ça à l'aide d'un petit script qui va me créer en fait 4 répertoires. Et pour cela, en fait, rien de plus simple. Je vais d'abord prendre un éditeur. Ici, je vais utiliser Notepad++ parce que c'est un éditeur qui est très pratique pour faire ce genre de choses. Et en fait, ce que je vais faire dans ce script, je vais me rendre compte que je peux utiliser, comme je l'ai dit, les commandes du shell. Donc la commande du shell qui va me permettre de créer un répertoire, c'est la commande mkdir, make directory. Et donc en fait, il me suffit de créer un petit shell qui va faire make directory correction, make directory exemple, make directory présentation, make directory vidéo. Et si dans la partie vidéo je veux encore rajouter quelque chose, eh bien je peux me faire un change directory, c'est-à-dire que je vais me rendre dans le répertoire vidéo. Je vais peut-être le faire sans accent, ce sera peut-être plus simple. Je vais me mettre dans vidéo, et dans vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer les différentes parties de ma vidéo qui sont le son, les images que je vais utiliser, et les éléments de base de ma vidéo. Et puis je vais sortir de mon répertoire de nouveau, et je vais utiliser une instruction que j'appelle pause,
pause en fait va mettre en pause l'exécution de mon script et va me permettre de laisser le temps de voir ce que le script a fait. Donc, va faire ce script, il va utiliser la commande mkdir qui va créer les répertoires, puis je vais aller dans le répertoire vidéo que je viens de créer, je vais créer les sous-répertoires et je vais revenir d'un niveau en arrière. C'est des 2 points, ça veut dire reviens au répertoire de base. Si par exemple, là, typiquement dans mon exemple, je suis dans le répertoire MySQL, revenir au répertoire de base, c'est temp. Et si je suis dans temp, revenir au répertoire de base, ça devient le disque dur local C. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais récupérer le document que je viens de faire sous Notepad. Je vérifie que le format du fichier est bien un fichier Windows. C'est pour ça que j'aime bien Notepad, puisqu'il va vous permettre de faire des scripts au format Windows. Et là, en bas à droite de l'écran, vous avez Windows. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez convertir directement ce fichier au format Unix et ce fichier au format Mac. En effet, les fichiers sous Unix et sous Windows n'ont pas forcément le même caractère qui désigne un saut de ligne. Et donc, en fait, il y a des différences entre les 2 fichiers. Et Notepad++ est bien dans ce sens, c'est qu'il vous permettra de générer les 2 fichiers. Donc ici, nous sommes sous Windows, donc nous restons sous Windows. Aucun souci avec ça. Voyons maintenant, pour enregistrer ce script, je vais l'enregistrer justement dans mon répertoire C où j'avais mis pour l'instant mon répertoire de test. Je vais lui donner un petit nom qui va s'appeler création des répertoires. Et je vais lui donner l'extension .bat. .bat, c'est l'extension des scripts sous Windows. Donc c'est très important de donner la bonne extension lorsque vous utilisez votre éditeur, puisque votre éditeur, à partir du moment où vous lui donnez une extension, il va reconnaître quels sont les mots-clés du langage. Et même pour le shell, en fait, Notepad++ va vous trouver quelles sont les commandes qui sont utilisées par le shell. Vous voyez, ici, il m'a déjà coloré en bleu toutes les commandes qu'il a reconnues. Les mkdir correction, exemple, présentation, vidéo, et ainsi de suite. Donc ce script est prêt, il a été créé dans le répertoire, il me suffit de le lancer, et vous voyez, il a fait mkdir correction, exemple, il a lancé toutes les commandes, il s'est mis sur pause, en attendant, c'est ce qui a provoqué l'invite de commande, appuyer sur une touche pour continuer, donc ça c'est généré par la pause, et c'est maintenant quand je vais appuyer sur la touche, en fait, que l'écran de commande va se fermer. Donc là, j'appuie sur une touche, et je me rends compte effectivement qu'il a créé tous les répertoires que je lui ai demandé, il est allé dans vidéo, il m'a créé base, image et son, et il est ressorti. Ok. Donc là, vous voyez, c'est un petit script tout simple que j'ai utilisé pour finalement faire quelque chose de très rébarbatif, de quelque chose que je fais souvent. Ce script a été écrit très rapidement et il se base essentiellement sur des commandes qui étaient déjà disponibles sur le shell. Donc je n'ai pas eu à écrire de fonctions compliquées, j'ai juste eu à réutiliser des commandes qui étaient déjà existantes. Et c'est intéressant puisque ces commandes, comme elles sont liées directement au système d'exploitation, elles sont compréhensibles par Windows. Et donc, je n'ai pas besoin de passer par un interpréteur ou par un compilateur. Donc, quand je programme en shell, en fait, j'ai besoin de très peu de choses, finalement, pour programmer. J'ai besoin d'un éditeur. Donc là, je vous conseille Notepad++, justement pour les gestions de format et les gestions de type de fichiers entre Windows et Unix. C'est un très bon éditeur de texte. Je vous mettrai le lien en description pour le télécharger. Et, en fait, vous avez besoin peut-être d'une invite de commande pour lancer vos scripts. Donc l'invite de commande, c'est quand vous cherchez en bas taper une commande, vous tapez cmd et vous arrivez sur l'invite de commande. Quand vous le lancez, en fait, c'est l'invite de commande de Windows sur lequel vous pouvez naviguer à travers vos répertoires et vous pouvez lancer des scripts. Donc voilà, en termes d'outils que vous aurez besoin pour faire de la programmation shell, ça s'arrête là. On a besoin d'un bon éditeur de texte et on a besoin finalement du système d'exploitation qui va exécuter nos commandes. Donc c'est peut-être la programmation qui nécessite finalement le moins d'ajouts à votre système. Donc l'éditeur Notepad++ a aussi un petit peu cette capacité de gérer les différents encodages. Et donc ça c'est quelque chose qui est bien puisque ça permet par exemple de passer de l'UTF-8 à l'ASCII et qui va vous permettre par exemple d'utiliser les caractères accentués ou les CCD, ce genre de choses qui est propre à l'encodage des caractères français. Et là, si vous voulez travailler avec du français, avec des caractères français, vous avez la possibilité de faire encodage. Vous allez sur codage des caractères, vous allez langue d'Europe occidentale, et vous prenez le OEM 858, et là, en fait, vous allez être sur le français.
Voilà, donc Notepad++, il est vraiment bien pour ça, il gère les différents formats, il vous permet de faire énormément de choses, il vous permet de formater vraiment vos fichiers comme vous en avez besoin, selon la langue dans laquelle vous vous exprimez, et aussi dans l'environnement système dans lequel vous êtes, si vous êtes sous Mac, si vous êtes sous Windows ou si vous êtes sous Unix. Donc c'est vraiment un logiciel très complet pour de la programmation shell, moi c'est vraiment celui que je préfère. Donc, on a vu que la programmation shell se basait sur les commandes système. Donc, toutes les commandes utilisables dans les fenêtres de commandes de votre système d'exploitation le sont aussi en programmation shell. Si vous avez déjà fait un petit peu d'administration, vous avez déjà vu que CD, c'était Change Directory qui vous permettait de passer dans un autre répertoire. CD 2 points vous permettait de revenir au répertoire pair de celui dans lequel vous étiez. Dir vous permettait de lister l'ensemble des répertoires dans lesquels vous êtes. CD vous permettait d'aller dans le répertoire temp, puis dans le répertoire MySQL. Dir vous permet de regarder le contenu. Ça, ce sont des commandes qu'on utilise assez souvent. Vous allez voir justement, vous commencez à comprendre que si vous utilisez les commandes de votre shell, quand vous allez passer en Linux Unix, vous n'aurez pas forcément les mêmes commandes. La commande dir que vous utilisez sous Windows, elle s'appelle ls sous Unix. Et donc en fait, il aura un travail de voir quelles sont les équivalences des différentes commandes quand vous passerez du shell Windows au shell Unix. Donc, il existe dans la plupart des langages de programmation modernes des moyens d'utiliser les commandes système. C'est-à-dire que vous avez dans la plupart des langages de programmation une commande qui s'appelle système et en argument, vous pouvez lui passer les commandes de votre système d'exploitation. Cette méthode, elle fonctionne, mais évidemment, comme je vous l'ai expliqué, que les commandes ne sont pas forcément les mêmes sous Unix et sous Windows, en fait, ça va faire en sorte que votre programme C++ ou votre programme Java, qui avant était compatible avec tous les systèmes d'exploitation, du fait d'utiliser vraiment des commandes système dans le langage, fait qu'en fait, votre programme risque de ne plus être compatible avec tous les systèmes d'exploitation par la suite. Ou alors, il faudra faire des distinctions avec des variables globales qui vont contenir le système sur lequel vous êtes, et ça deviendra beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui pourrait être une bonne idée, c'est que à la place de lancer des commandes système, c'est de lancer des scripts qui, eux, seront adaptés au langage, à l'environnement système. Vous lancez directement des scripts qui ont été programmés en programmation shell, et c'est eux qui vont s'occuper de faire le travail qui est nécessaire vraiment sur le système d'exploitation. Donc les scripts shell peuvent également se baser sur des variables d'environnement. Ce que j'apprends par variables d'environnement, ce sont des variables que Windows utilise au quotidien pour gérer notre ordinateur. Pour vous donner un exemple, je peux prendre l'exemple de la variable pass, par exemple. Pass, c'est une variable qui est très utilisée. C'est en fait elle qu'on va contenir plein de chemins dans votre ordinateur, plein de chemins d'accès. Et en fait, quand vous allez lancer un programme de n'importe où sur votre ordinateur, ce que va faire Windows, c'est qu'il va regarder si ce programme il est dans chacun de ces chemins pour pouvoir l'exécuter. Et s'il n'y est pas, il va vous dire en fait qu'il ne le trouve pas. Et la plupart du temps, quand vous avez un programme que vous savez que vous l'avez installé et que en fait, vous n'arrivez pas à le lancer sous votre invite de commande, souvent l'erreur vient du fait que le chemin dans lequel vous avez installé ce nouveau programme en fait, ne se trouve pas dans la variable pass. Et donc ne permet donc pas à Windows de pouvoir le trouver. En fait, Windows gère énormément de petites variables dans ce style-là, qui donnent la date et l'heure, qui donnent des informations sur le système, et ainsi de suite, qui donnent le nom de la personne connectée, qui donnent l'endroit de l'arborescence dans laquelle on se trouve. Et toutes ces variables sont également utilisables en programmation shell, puisqu'elles font partie finalement du système d'exploitation, et si on peut en utiliser des commandes, on peut aussi utiliser les variables qui sont déjà définies dans Windows. Donc encore une fois, c'est quelque chose où on ne recommencera pas à zéro en termes de programmation, le système d'exploitation nous mettant déjà à disposition énormément de choses. Il y a aussi une notion de droit. Si vous avez déjà fait de l'administration système ou si vous avez déjà travaillé en environnement, on le voit moins avec Windows, on le voit peut-être plus avec Unix, Linux, de temps en temps, vous avez les droits sur un fichier ou un répertoire où vous ne les avez pas. Vous avez le droit d'accéder à un répertoire, vous avez le droit de consulter un fichier. Des fois, vous avez le droit de le consulter, mais vous n'avez pas le droit de le modifier. Tout ça, c'est une gestion de droit qui est liée au système d'exploitation. Et en effet, la personne qui va lancer le script, c'est les droits de la personne qui va lancer le script qui vont définir quels sont les droits du script. Donc si la personne n'a pas le droit d'accéder à un répertoire, c'est pas en lançant un script que le script lancé par cette personne va pouvoir accéder à ce répertoire. Donc cette notion de droit, elle est très importante parce que de temps en temps,
un script va fonctionner parce qu'il aura les droits quand il est lancé par une certaine personne, il ne va pas fonctionner quand il est lancé par une autre personne parce que cette autre personne aura des droits différents. Donc très important à comprendre cette notion de droit. Donc la programmation shell, maintenant j'espère vous en avoir convaincu, elle est donc dépendante du système d'exploitation. Puisque déjà on en utilise les commandes, on peut en utiliser les variables, et on s'attend également que le système d'exploitation soit l'interpréteur de notre script shell. Donc en fait, il va falloir vraiment que la programmation shell s'adapte à ce que comprend notre système d'exploitation. Donc, je reviens sur mon exemple que j'avais déjà donné un petit peu plus tôt. La commande Windows qui permet de lister le contenu d'un répertoire, c'est dire. On l'avait déjà vu ici, en tapant dire, on avait récupéré le contenu de notre commande. On a quelque chose de très utile que l'on peut avoir sous les scripts Windows. La même chose va exister naturellement sous les scripts Linux. Lorsque on fait suivre la commande du slash point d'interrogation, on obtient en fait l'aide sur la commande. Et ça, c'est très utile en programmation système parce que toutes les commandes ont énormément d'options et énormément de façons différentes d'être utilisées. Donc prenez l'habitude, quand vous utilisez une commande, que vous cherchez à faire quelque chose, en fait, d'utiliser l'option slash point d'interrogation qui va vous donner comment utiliser la commande et quelles sont toutes les options de la commande. Là, par exemple, je vois qu'on peut avoir affiché les fichiers avec les attributs spécifiés. Si on veut afficher que les répertoires, si on veut afficher que les fichiers en lecture seule, et ainsi de suite. Donc on voit que la commande dire, au-delà de dire, elle possède des options qui vont vous permettre en fait d'affiner votre recherche et d'afficher qu'un certain nombre de fichiers. Donc cette commande existe pour la commande slash point d'interrogation existe pour toutes les commandes. Voilà. CD par exemple aussi, c'est le diminutif de change dir. Voilà. Et il vous explique en fait qu'on peut passer on peut aller soit dans un répertoire, en lui donnant un nom relatif, soit on peut aller dans un répertoire en lui donnant un nom absolu, c'est-à-dire en partant de la racine, soit on peut revenir au pair de ce répertoire en utilisant la commande cd espace 2 points. Donc vous voyez, très intéressant, et en plus, vous avez toute l'aide fournie sur n'importe quelle commande. Donc vous pouvez utiliser les commandes, l'aide est fournie sur les commandes, et en plus vous pouvez utiliser les variables. Donc il y a déjà un sacré socle qui va nous aider pour faire de la programmation système. Autre des différences entre Windows et Linux, par exemple, les répertoires sont séparés par des slash sous Windows alors qu'ils sont séparés par des backslash sous Unix Linux. Donc là aussi, tous les chemins en fait, que vous allez mettre dans vos scripts auront cette différence. Et donc, on se rend de plus en plus compte qu'un script qui aura été écrit en shell pour Windows, en fait, n'est pas du tout compatible avec un script qui aura été écrit pour Unix. Et en fait, vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Il y aura toujours des modifications à faire. Et finalement, c'est normal, puisque la programmation shell, comme je le répète depuis le début, elle est liée à votre système d'exploitation. Donc, ce n'est pas quelque chose de portable. Par rapport à Windows, où il y a une seule façon de programmer en shell, sous Unix, il y a plusieurs façons de programmer en shell. Ce que nous allons voir dans notre série de vidéos, on va s'attaquer au bash, au bourne shell, qui est en fait la version de bash, de shell qui est le plus utilisée dans l'environnement Unix Linux. Mais il en existe d'autres, je les cite juste pour information, comme le C-shell ou le Korn shell. Donc ce n'est pas des variations qui vont changer fondamentalement la philosophie de la programmation shell, mais vous allez avoir des petites spécificités à gauche et à droite qui vont faire qu'il y a certaines commandes qui existent ou certaines commandes qui existent avec le même nom mais qui vont s'utiliser de façon un petit peu différente. Chacune va amener un petit peu ses variantes. Alors, est-ce que finalement la programmation shell, est-ce que c'est un vrai langage de programmation ou est-ce que c'est juste quelque chose qui va nous permettre de gérer l'arborescence de Windows, l'arborescence des répertoires, qui va nous permettre d'utiliser les commandes pour déplacer des fichiers ou faire ce genre de choses? Eh bien non, en fait, la programmation shell est véritablement un vrai langage. Et qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un vrai langage? Eh bien, j'ai réuni quelques critères qui font pour moi, en fait, que le script shell est un langage. Et vous allez voir beaucoup de similitudes avec des langages de programmation que vous avez peut-être déjà maîtrisés. Donc il est possible de communiquer avec l'utilisateur. Donc j'entends par là qu'il est possible de faire passer du message à l'utilisateur, il est possible d'informer le programmeur de ce qui se passe, et parallèlement, l'utilisateur est capable d'influer le code pour lui dire en fait qu'il veut lancer ce code-là avec certains paramètres. Donc il y a un dialogue qui peut se faire entre le programmeur et le programme.
Donc de ce côté-là, on peut déjà faire une analogie avec les langages de programmation classiques. On a l'équivalent des fonctions print et on a l'équivalent des fonctions scan ou cin ou ce genre de choses, des fonctions de lecture de données. Donc il est possible, comme n'importe quel langage de programmation, de commenter son code. Là aussi, c'est une notion très importante qui va nous permettre de se souvenir de ce qu'on a fait pour une réutilisation future. Il est possible de déclarer des variables. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait déjà utiliser les variables globales du système. Eh bien, la programmation shell nous permet aussi de créer nos propres variables et d'y injecter le contenu que l'on veut. Donc il est possible d'influencer l'exécution d'un programme, c'est-à-dire qu'on peut donner des données en entrée, des paramètres, qui vont influencer comment le programme va se dérouler. Donc on n'a pas un programme qui va se dérouler juste comme une recette de cuisine, on va faire l'instruction 1, puis l'instruction 2, puis l'instruction 3. On va s'apercevoir que l'utilisateur peut lui donner des paramètres, et selon ces paramètres-là, l'exécution du programme va se dérouler différemment. Donc il est possible d'évaluer les conditions et d'agir de façon différente selon le cas. Donc l'évaluation des conditions, je veux bien sûr faire une analogie avec la structure si alors sinon qu'on a déjà vu dans d'autres langages de programmation, notamment en Python, où j'avais fait une vidéo dessus. Là on va voir que là aussi on peut évaluer des conditions et réagir de façon différente. Donc la fonction si alors sinon existe aussi en shell. Il est possible de mettre en place des mécanismes de boucle. Là aussi, pour faire une analogie avec la programmation classique, en programmation de boucle, je parle des faire tant que, je parle des pour chaque, et on va voir que, bien entendu, comme on est lié au système d'exploitation, il y a même des boucles qui sont possibles en bouclant sur le contenu d'un répertoire ou ce genre de choses. Donc, on a aussi un mécanisme de boucle, comme dans un vrai langage. Et la notion de fonction se retrouve aussi dans un mécanisme de call, ainsi que la possibilité d'appeler un script dans un script. Donc on a une double façon de faire une fonction, c'est-à-dire qu'on a la fonction classique qui va marcher un petit peu plus comme un débranchement de l'exécution normale pour faire un retour ensuite. Et on a un mécanisme aussi qui permet de créer un sous-script dans un autre fichier qui va être appelé par un script pair, on peut l'appeler comme ça. Donc, si je mets tous ces critères ensemble, donc on a des structures conditionnelles, on a des structures de boucle, on a la possibilité d'avoir des variables, on peut communiquer avec l'utilisateur, et on a cette notion de pouvoir factoriser certains bouts de traitement en fonction. Donc on s'aperçoit qu'on a vraiment un langage de programmation complet. Effectivement, on ne va pas aborder encore la programmation objet dans le script shell, c'est peut-être la seule différence qu'il peut y avoir, mais on voit qu'on a vraiment affaire à un vrai langage. Et les vidéos qui vont suivre, en fait, vont détailler chacun de ces points et voir quelles sont les possibilités et quelles sont les limites du langage shell dans chacun des domaines. La première chose qu'on essaie de savoir déjà, c'est est-ce que l'on peut communiquer avec la machine? Est-ce que l'on peut communiquer avec l'ordinateur? Est-ce qu'il peut nous renvoyer des informations? Et c'est pour cela que l'on écrit très souvent le fameux Hello World. Hello World, c'est souvent le premier programme que l'on écrit quand on commence un nouveau langage. Alors c'est pas seulement par un manque d'imagination de la part des développeurs, mais en fait d'écrire ce programme tout simple qui nous affiche quelque chose à l'écran nous permet de voir en fait si tout est bien installé, si tout correspond à... Quand on débute dans un nouveau langage, on a souvent des bibliothèques à installer, on a souvent un éditeur qu'on ne maîtrise pas forcément, et le fait d'écrire un premier programme qui affiche juste quelque chose nous permet de voir en fait si tout est bien validé. Si les chemins d'accès sont bien là, si tout est bien en place, si tout est bien installé et que tout fonctionne correctement. Essayons de voir maintenant comment on pourrait écrire ce petit fichier Hello World. On veut juste qu'il nous écrive quelque chose à l'écran. Et bien si je reprends tout simplement mon invite de commande, je sais que la commande qui écrit quelque chose à l'écran, c'est echo. Si je tape echo Hello World, voilà, j'affiche Hello World. Donc en fait, tout simplement, il suffit que j'utilise cette commande echo pour le faire. Ok. Donc, je reprends un nouveau script dans lequel je vais déjà lui donner le nom, comme ça j'aurai directement ça va directement s'afficher. Donc là, qu'est-ce que c'est? Je vais l'appeler hello. Je n'oublie pas de l'appeler .bat, puisque justement, comme je vous le rappelle, .bat
Notepad++ va voir que c'est un script shell et va donc me colorer directement les instructions qu'il connaît. Donc si je fais ici un echo hello world, je vais lui mettre la pause pour indiquer que je veux qu'il me laisse la fenêtre ouverte pour que je puisse voir ce qu'il y a dedans. On va s'apercevoir ici que j'ai un hello, et quand je le lance, il va me dire hello world, il va se mettre en pause et il va appuyer sur une touche. Ok. Donc là, ça marche. Là, ce qu'on voit par contre, c'est comment fonctionne le script shell de base. C'est-à-dire qu'il va m'écrire ce que je lui demande. Je lui ai demandé echo hello world, il va l'écrire, et en dessous, il va me donner l'exécution. Il va me dire que je lui ai demandé pause, il va l'écrire, et en dessous, il va me demander d'appuyer sur une touche pour continuer. Alors ça, c'est très pratique lorsqu'on débug, lorsque l'on cherche pourquoi une commande se passe mal, mais à partir du moment où notre script marche, en fait, on n'a peut-être pas besoin d'avoir les différentes commandes qui sont lancées. Et donc, ce qu'il existe, c'est qu'on a la possibilité d'enlever les commandes qui existent. Et pour cela, on fait un @echo off en en-tête de colle en en-tête. Et ce @echo off, en fait, il va nous supprimer les commandes, en fait, le lancement des commandes. Il va nous supprimer l'affichage des commandes qui sont lancées. Il va juste nous donner leurs résultats. Donc là, j'ai rajouté le @echo off. Je relance mon hello, et cette fois-ci, vous voyez qu'il m'a juste mis le résultat des commandes, il m'a mis hello world, et puis il m'a demandé d'appuyer une touche pour continuer, et cela va fermer la fenêtre. Donc c'est très important, cet echo off, en fait. Le @echo off nous permet d'avoir que le résultat, et en l'enlevant, ça nous permet de voir quelles sont les commandes qui sont lancées. Donc l'enlever est très pratique pour faire du debugging, pour voir pourquoi une commande ne se déroule pas comme on l'avait attendu. Donc l'explication de la première ligne echo off a été donnée. On peut voir encore une autre utilisation de commande, c'est la commande cls qui permet de vider le contenu de la fenêtre de commande. Donc là par exemple, si je suis là-dessus, si je tape ma commande hello.bat et que je la lance, en fait vous allez voir qu'il va vous écrire hello world, mais il va laisser au-dessus tout ce que j'avais déjà fait dans ma fenêtre, ce qui n'est peut-être pas forcément joli, puisque je ne sais plus, finalement, après je vais devoir chercher où commence ma commande et où commence mon affichage. Donc nous avons la possibilité d'utiliser la commande cls, qui est l'abréviation de clear screen, donc effacer l'écran. Si je la rajoute en début de mon script, la première chose que va faire mon script cette fois-ci, c'est qu'il va me vider ma fenêtre, et ensuite il va exécuter hello world. Voyons voir si la modification se passe bien. Hello.bat, vous voyez, cette fois-ci, il m'a vidé la fenêtre et il me permet d'écrire Hello World en en-tête. Ok, donc on a vu déjà des premières commandes, on a déjà vu comment vider l'écran, comment afficher quelque chose à l'écran, et comment faire une pause pour pas que la fenêtre se ferme quand on la lance à partir du gestionnaire de fichiers. Donc il était également possible d'écrire une ligne vide avec la commande point. En effet, si jamais... Ça, c'est une spécificité déjà du langage. On pourrait se dire que si echo hello world écrit quelque chose, il suffirait que j'écrive echo avec rien derrière pour que ça m'affiche une ligne vide. Et donc, essayons de voir directement ce qui se passe si je fais ça. Je tape mon hello. Bat. Ah. Et là, j'ai une commande echo désactivée. Commande echo désactivée. En fait, ça ne fait pas tellement ce que je veux. Là, ce qu'on a essayé de faire, justement, c'est d'accéder à la commande echo sans paramètres. Et la commande echo sans paramètres, elle ne comprend pas tellement ce que vous voulez. Et donc, si jamais vous voulez cette fois-ci écrire une ligne vide, en fait, la syntaxe va être echo et vous collez un point derrière. Et cette fois-ci, vous voyez que hello world sera entouré de 2 espaces. Donc, il y a des choses en programmation shell qui ne sont pas forcément intuitives, comme ce genre de choses. D'avoir une ligne vide, on colle un point derrière le echo. Et enfin, la commande pause qu'on avait déjà vue met le programme en pause qui permet de voir l'affichage avant que la fenêtre se ferme. Alors, c'est pas quand vous avez une invite de commande déjà ouvert et que vous lancez une commande dedans, mais en fait, vous allez le voir quand vous avez votre programme, que vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir une fenêtre qui va vous permettre de continuer. Si jamais j'enlève ici la pause et que je sauvegarde, en fait, hello, vous voyez, la fenêtre arrive en surbrillance mais n'attend pas et donc se referme tout de suite. Donc si on veut voir le résultat,
ben, on a intérêt quand même à mettre une pause à ce niveau-là. Voilà, tout simplement sur le fonctionnement de la commande pause. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant encore des remarques et des commentaires que l'on peut ajouter dans une fonction. Donc comme dans tous les langages de programmation, vous pouvez commenter quelque chose, c'est-à-dire mettre quelque chose qui ne sera pas exécuté par le système, juste une information pour vous, lorsque vous reprendrez le programme et que, pour ne pas reprendre à zéro, tout ce qui était écrit. Donc les remarques et les commentaires ne modifient évidemment pas l'exécution du programme. Elles sont ignorées au moment de l'exécution. Il y a par contre une spécificité dans les shells sous Windows, c'est que le shell sous Windows fait la différence entre des remarques et les commentaires. Donc les remarques débutent avec le mot-clé rem, et les commentaires débutent avec le symbole de point de point. Essayons de voir un petit peu quelle peut être la différence entre les deux. Je vais reprendre mon petit exemple, et je vais créer un petit script qui va faire des commentaires. Donc je vais enregistrer sous un script qui s'appelle commentaire. .bat toujours, pour que on sache bien que je suis sous Windows. Que je suis en train de faire de la programmation shell sous Windows. Donc ok, donc on va écrire déjà un echo, ceci n'est pas un commentaire. Ok, on va écrire rem, ceci est une remarque. Et on va écrire mon commentaire, ceci est un commentaire. Très bien, voyons voir comment déjà cela se comporte. Donc cette fois-ci, c'est commentaire.bat. Alors, je n'ai pas mis le echo off pour l'instant, donc on va déjà voir comment cela se fonctionne. Alors le echo, ceci n'est pas un commentaire, est affiché. Très bien, ça c'est ce qui était attendu. Ce qui est moins attendu par contre ici, c'est que la remarque, elle s'affiche aussi. Alors on voit qu'elle n'a pas d'exécution, rien n'est fait. Par contre, votre remarque s'affiche. Rem, ceci est une remarque. Ça, c'est peut-être un petit peu surprenant, parce que je vous avais dit que les remarques et les commentaires étaient ignorés. Donc effectivement, elle ne modifie pas, la remarque ne modifie pas, si vous voulez, l'exécution du programme, sauf que, elle a l'air de s'afficher quand même. Donc elle a quand même l'air de faire quelque chose. Et il y a donc une différence entre une remarque et un commentaire. En fait, la différence vient de la fonction @echoOff. Donc je vais écrire ici echo. Maintenant, je passe echo à off. Donc si vous vous souvenez bien, la commande echo off, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle désactive le fait. On avait vu qu'elle désactivait l'affichage de la commande qu'on va exécuter et elle ne laissait que le résultat. Donc on va faire un @echo off et on va reprendre le petit bloc là-haut avec ceci n'est pas un commentaire, ceci est une remarque et ceci est... Alors je vais mettre pour qu'on voit bien la différence, je vais mettre des modifications. Ceci n'est toujours pas un commentaire, ceci est toujours une remarque et ceci est toujours un commentaire. Ça, on verra bien la différence entre les lignes du bas et les lignes du haut. J'ai rajouté des toujours dans les phrases. Ok, relançons cette fois-ci notre commentaire.bat et là on va se voir quoi? Alors dans un premier temps, ceci est un commentaire a été affiché et ceci est une remarque a été affichée. Puis on a vu que maintenant je passe le echo à off et on voit donc s'afficher maintenant je passe le echo à off et on voit ceci n'est toujours pas un commentaire. Et en fait, l'idée de remarque, elle a disparu. En fait, vous vous rendez compte que la remarque, elle est affichée seulement quand vous n'avez pas spécifié le echo off. Et en fait, elle devient complètement transparente, invisible à partir du moment où vous faites un echo off. Alors que le commentaire, lui, en fait, n'a jamais été écrit. Donc un commentaire n'a jamais été écrit, alors qu'une remarque, par contre, s'affiche quand vous enlevez le echo off. Donc une remarque, si elle peut vous aider à faire du debugging, en fait, si vous voulez utiliser ce commentaire pour débugger un programme, il vaut peut-être mieux le spécifier en remarque qu'en commentaire, puisqu'un commentaire, en fait, ne s'affichera jamais. Donc, les remarques, en fait, sont affichées si l'affichage standard est activé, alors que les commentaires ne le seront pas. Voilà la différence entre les deux. Donc, tout ce qui sert au debugging, mettez-le en remarque. Tout ce qui sert juste d'information sur le script, mettez-le plus en commentaire.
Donc cette première vidéo d'introduction vous a présenté la programmation Shell, et on est parti sur la programmation Shell, surtout en Windows. Donc j'espère vous avoir montré à travers cette vidéo que la programmation Shell est un langage de programmation complet, même si pour l'instant on n'a vu que des petites choses. On a vu qu'on pouvait réutiliser les commandes Shell, on a vu qu'on pouvait réutiliser les variables du Shell, on a vu que l'on pouvait communiquer avec l'utilisateur, on pouvait faire un écho et lui envoyer de l'information. On a vu qu'on pouvait également commenter et faire des remarques sur notre programme. Donc là, on est vraiment sur les bases d'un nouveau langage de programmation. Et les prochaines vidéos, en fait, vont s'atteler à montrer comment utiliser les différentes structures du shell sous Windows. Donc d'utilisation, par exemple, des variables, d'utilisation de la structure conditionnelle si alors sinon, et d'utilisation des boucles. Ça, c'est ce que nous allons voir dans les vidéos à venir. Vous l'avez vu également, la programmation Shell est vraiment intéressante parce qu'elle ne vous demande pas une grande installation. Vous pouvez partir d'un invite de commande, vous pouvez prendre un Notepad++, que moi j'aime bien, mais vous pouvez prendre un autre éditeur de texte, juste un éditeur de texte et votre système d'exploitation, et vous êtes déjà paré à vous lancer dans la programmation Shell. Donc c'est très peu d'investissement au départ, vous n'installez rien de nouveau sur votre ordinateur, vous avez déjà pratiquement tout à disposition. On verra également par la suite comment est-ce que l'on peut par exemple faire de la programmation Shell Unix sous Windows avec un émulateur, où là il y aura peut-être une petite installation à faire. Mais ce sera rien de très méchant. Voilà, donc maintenant j'espère vous avoir fait découvrir la programmation Shell, comment c'est un nouveau style de programmation, et de voir en fait que vous pouvez automatiser plein de choses déjà dans votre système d'exploitation, si vous voulez archiver vos photos, vos sons, vos vidéos, ou ce que vous gérez, ou même vos répertoires, vos tableaux Excel ou ce genre de choses. Maintenant, vous allez voir que ça va devenir possible avec ce style de programmation. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. Bonne journée.